Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai ce mardi 16 juin qui vous accueille pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, c'est François-Xavier Boulet qui va vous présenter le journal de l'actualité. Ensuite, je prendrai la suite pour un décryptage qui sera le dernier d'une série sur la musique ancienne, jouée notamment aux Philippines et à Taïwan en 1626, il y a 400 ans donc, lors de l'arrivée des Espagnols à Taïwan, et sur comment retrouver la musique qui était jouée quand il n'y a ni partition ni instruments de l'époque qui ont été retrouvés. Lisa Dufaux prendra la suite avec la revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle évoquera la situation au Japon, en Chine, en Indonésie et au Sri Lanka notamment. Et pour finir, si vous nous écoutez aussi sur Internet, c'est Clément Tricot dans son émission La Ville en pratique qui partagera un projet de réinvention de logements collectifs à Zhubei dans le nord-ouest de Taïwan. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise condamne la pression de la Chine qui provoque l'absence de Taïwan à l'OOC 11. Le prix Tang de biopharmacie 2026 attribué à 3 figures majeures de l'immunothérapie cellulaire. La Chambre de commerce américaine publie son livre blanc 2026 sur Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce mardi 16 juin. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan condamne la Chine pour ses pressions sur le Kenya, aboutissant à l'absence de l'île à l'OOC 11. C'est par voie de communiqué de presse ce mardi 16 juin que le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'en raison de la pression chinoise exercée sur le Kenya, pays hôte de la 11e conférence Our Ocean, OOC 11, qui se tient du 16 au 18 juin à Mombasa, que Taïwan serait absent de cette rencontre internationale à laquelle elle participe pourtant depuis 2015. Selon le communiqué, un chercheur taïwanais était invité par le gouvernement kényan à prendre part aux échanges académiques à Mombasa le 14 juin pour présenter les fruits de ses recherches. Cependant, les organisateurs ont refusé de délivrer le badge d'accès au motif qu'ils ne reconnaissent pas le passeport de la République de Chine, donc de Taïwan, alors que le chercheur était déjà arrivé sur le lieu d'enregistrement pour entrer sur le site de l'événement. Malgré les protestations de Taïwan, les services d'immigration kényans, qui sont intervenus de force, ont confisqué le téléphone portable et le passeport du chercheur taïwanais avant de l'autoriser finalement à prendre l'avion pour quitter le pays après plus de 20 heures de détention. Le ministère des Affaires étrangères exprime sa vive protestation contre ces actes qui constituent une violation des droits de l'homme et des conventions internationales, telles que la confiscation du passeport et du téléphone portable, ainsi que la restriction de la liberté de mouvement et de communication. La Chambre de commerce américaine publie son livre blanc 2026 sur Taïwan. La Chambre de commerce américaine à Taïwan a publié aujourd'hui son livre blanc 2026 sur l'île, réaffirmant l'importance du partenariat économique et commercial entre Taïwan et les États-Unis. Le document formule aussi plusieurs recommandations à l'attention de Washington, notamment l'adoption rapide d'une législation visant à éviter la double imposition. Concernant l'enquête récemment lancée par les États-Unis au titre de la section 301 de la loi sur le commerce extérieur sur les questions liées au travail forcé, la présidente de la Chambre de commerce américaine à Taïwan, interrogée sur la question, Anita Chen, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer puisque cette enquête ne vise pas spécifiquement Taïwan. Il s'agit d'une enquête qui couvre 60 entités économiques, incluant le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays de l'Union européenne. Elle ne cible pas uniquement Taïwan. En juillet, une audition et des consultations publiques sont programmées, ce qui sera l'occasion pour Taïwan et pour les États-Unis d'ouvrir le dialogue et de clarifier leurs préoccupations mutuelles.
Elle a aussi souligné que sur les 237 recommandations formulées dans le livre blanc de l'année dernière, 7 ont été entièrement résolues, 49 enregistrent des progrès significatifs. En revanche, 161 dossiers, soit 70% du total des recommandations, demeurent en phase d'observation ou connaissent peu d'avancées. Les recommandations pour 2026 concernent toujours les questions de sécurité économique, la résilience énergétique, la surveillance de la technologie IA et la compétitivité des talents. De son côté, le directeur de la Chambre, Karl Wegner, a souligné l'évolution impressionnante de l'économie taïwanaise, passée il y a 40 ans des industries traditionnelles à aujourd'hui une industrie de précision et des hautes technologies. Il a d'ailleurs estimé que les relations économiques entre Taïwan et les États-Unis sont aujourd'hui dans un âge d'or, rappelant que l'année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 256 milliards de dollars américains. 2 élues américaines du CBC en visite pour la première fois à Taïwan. Ce sont les députés Lucy McBath, vice-présidente du CBC, Congressional Black Caucus, et Valérie Fouchi, également membre de la Chambre des représentants des États-Unis, qui sont arrivés aujourd'hui à Taïwan pour une visite de 5 jours. Au cours de ce tout premier séjour à Taïwan, elles doivent rencontrer le président Lai Ching-te, la vice-présidente Xiaobi Kim, les discussions programmées devant aborder les thèmes de sécurité, d'économie, de commerce bilatéral, de technologie de pointe ou encore de résilience des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la situation régionale. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, a salué cette visite qui témoigne de l'importance accordée par les parlementaires américains aux échanges avec Taïwan. Il n'a pas manqué de relever que le 19 juin correspond au Juneteenth, c'est-à-dire la journée qui commémore l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et qui symbolise la lutte pour l'égalité et les droits humains. Selon le chef de la diplomatie, cette visite des 2 parlementaires afro-américaines à cette période met d'autant plus en lumière les valeurs communes de liberté, de démocratie, de respect des droits humains partagés par Taïwan et les États-Unis. Le prix Tang de biopharmacie 2026 attribué à 3 figures majeures de l'immunothérapie cellulaire. La fondation du prix Tang a dévoilé ce mardi les lauréats du prix 2026 en biopharmacie. Ce prix Nobel asiatique est décerné conjointement à Steven Rosenberg, Michel Sadelin et Carl June, 3 scientifiques de renom en immunothérapie cellulaire. Ils sont récompensés pour leur découverte de la thérapie par lymphocytes infiltrant les tumeurs et celle des cellules CAR-T qui ont profondément transformé le traitement des cancers hématologiques et des tumeurs solides. Le président du comité de sélection des prix Tang pour la catégorie biopharmacie, Chang Wenchang, a insisté sur cette avancée majeure dans le domaine immunitaire. Les lymphocytes T de notre système immunitaire jouent un rôle essentiel dans la protection de notre organisme. La contribution principale des lauréats réside dans le fait d'avoir réussi à exploiter pleinement le rôle de défense de ces lymphocytes T, ouvrant ainsi la voie à une percée majeure en immunothérapie cellulaire. Les travaux scientifiques des 3 lauréats ont permis de développer de nouvelles opportunités immunitaires thérapeutiques contre le cancer, notamment pour des pathologies telles que la leucémie, les lymphomes ou le myélome multiple. La fondation du prix Tang a d'ores et déjà annoncé que Steven Rosenberg, Michel Sadelin et Carl June se rendront tous 3 à Taïwan en personne pour assister à la cérémonie de remise des prix et participer à des échanges avec les jeunes chercheurs de Taïwan en immunothérapie ainsi qu'avec des lycéens et des étudiants. Une décennie de sondages et les Taïwanais n'acceptent pas le principe d'une seule Chine comme précondition aux négociations interdétroits. La Fondation éducative pour le développement national de Taoyuan a publié hier les résultats de 9 sondages effectués depuis 2015 et qui concernent la perception des Taïwanais au sujet des relations entre les 2 rives. Ces sondages dévoilent que sur les 10 dernières années, 71,7% des Taïwanais soutiennent l'ouverture de négociations politiques interdétroits, mais que plus de la moitié s'opposent à ce que ces négociations soient conduites sous la condition préalable du principe d'une seule Chine. Au sujet des objectifs des négociations, le maintien du statu quo demeure le résultat le plus souhaité par les Taïwanais sondés avec une moyenne de 44,3%.
Cette catégorie est suivie de 27% de Taïwanais souhaitant faire reconnaître Taïwan comme un État et établir des relations diplomatiques entre les deux pays, et de 15,9% qui souhaitent faire reconnaître Taïwan comme un État et un respect de la paix par les deux rives sans qu'elles n'établissent toutefois de relations diplomatiques. À noter que seuls 7,3% des Taïwanais interrogés soutiennent une unification ou une intégration des deux rives, comme le modèle de l'Union européenne ou celui du Royaume-Uni. Hong Yaonan, qui est directeur du Centre des études sur les relations interdétroits à l'université Tam Kang, estime que ces données démontrent l'écart flagrant entre les deux rives au sujet des négociations interdétroits. Les sondages réalisés ont également dévoilé que, selon les Taïwanais, la personnalité la plus apte à les représenter dans ces négociations politiques entre les deux rives serait l'ancienne présidente Tsai Ing-wen, qui arrive en tête avec un taux de confiance de 25,7%. Sa popularité devance largement celle de l'ancien président Ma In-chio, qui affiche un taux de confiance de 9,5%, lequel devance aussi l'actuel président Lai Ching-te, qui recueille à peine 7% de la confiance des Taïwanais interrogés. Du côté des partis politiques ayant la confiance de Taïwanais pour mener des négociations avec Pékin, c'est le DPP, Parti démocrate progressiste au pouvoir, qui arrive en tête, 32%, suivi du Kuomintang, 24,8%. Notons que les résultats de ces sondages conduits depuis 2015 ont été dévoilés lors d'une table ronde organisée sur le thème « Les deux rives finiront-elles par s'affronter ou par dialoguer ?» Une table ronde organisée pour répondre aux propos du chercheur chinois Zhu Weidong qui, après 40 années d'études sur Taïwan, a récemment déclaré que la Chine détenait désormais fermement l'initiative stratégique sur la question de Taïwan, le contrôle des relations entre les deux rives, ainsi que le pouvoir de décision finale quant au mode de réunification, c'est-à-dire paix ou guerre. D'ailleurs, toujours selon ce chercheur chinois, la Chine n'est plus très loin de son objectif de réunification. Notons que la Fondation éducative pour le développement national a précisé que le Centre de recherche sur la Chine continentale de la Faculté des sciences sociales à l'Université nationale de Taïwan avait mené 8 sondages d'opinion sur les négociations politiques entre les deux rives sur la période 2015-2023. Et à partir de cette année, la Fondation prend le relais et confie la tenue de ces sondages au centre de sondage RW Index Marketing. Notons aussi que cette fondation a été créée par Chen Mingdong, ancien directeur du Bureau à la sécurité nationale et ancien président de la Commission ministérielle des affaires continentales et actuel membre du Parti démocrate progressiste. Le UN de contrôle corrige le bureau d'enquête pour des cas répétitifs d'abus sexuels. 2 membres du UN de contrôle, une institution chargée entre autres de contrôler les comptes publics et la probité des agents publics, ont organisé une conférence de presse hier soir dans l'objectif de corriger le bureau d'enquête pour des sanctions trop légères prononcées à l'encontre d'enquêteurs impliqués dans des affaires d'abus sexuels, ce qui est en contradiction avec le principe de tolérance zéro envers le harcèlement et les agressions du gouvernement. D'après l'enquête publiée par Chi Huirong et Fan Xunlu du UN du contrôle, entre 2020 et 2025, le bureau d'enquête a enregistré un total de 23 cas de harcèlement, qu'il s'agisse de plaintes ou de cas non signalés. Après vérification, 18 cas ont été avérés. Les 34 victimes concernées sont toutes des femmes. Et sur les 18 cas avérés, 15 cas concernent des harcèlements sexuels dont 60% relèvent du harcèlement par personne ayant autorité. Le UN de contrôle estime que cela démontre d'importantes lacunes au sein de cette administration au niveau de la formation du personnel, de la sélection des candidats, de la sensibilisation à l'égalité des droits ou encore de la mise en place d'un environnement de travail respectueux de l'égalité des sexes. Autant de lacunes qui ont conduit à la répétition des cas et qui doivent faire l'objet d'un examen approfondi. En plus du caractère répétitif des cas de harcèlement, Fan Xuanlu a également souligné la disproportionnalité entre les sanctions prononcées et les délits constatés par le bureau d'enquête. Parmi les cas les plus sérieux, pour les 19 affaires de harcèlement sexuel ou d'attentat à la pudeur, les sanctions allaient d'un simple avertissement à un blâme grave. Pour les 4 affaires graves, elles ont déjà été transmises au parquet, mais les sanctions prononcées n'ont été que des blâmes pour faute majeure. Les enquêteurs au tel comportement ne doivent-ils pas être licenciés? Le pays a-t-il besoin d'eux?
à quel point la situation est-elle grave pour que, malgré la gravité de leur comportement, nous estimions ne pas pouvoir nous passer d'eux comme enquêteurs de l'État. C'est extrêmement grave. Les membres du UN de contrôle ont cité notamment le bureau d'enquête qui ne prononce qu'une seule sanction disciplinaire grave à l'encontre des agents impliqués dans des affaires d'attentat à la pudeur et de prise de photos à caractère intime de femmes et d'enfants qui représentent une violation du code pénal. Cela en sachant qu'il faut 2 sanctions disciplinaires graves pour pouvoir engager un mécanisme de révocation des agents inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Taïwan alourdit les amendes contre le dépôt de déchets illégal. Le Parlement a amendé aujourd'hui la loi sur l'élimination des déchets qui étend la réglementation aux nouveaux types de déchets, parmi lesquels les équipements de production d'énergie renouvelable. L'amendement introduit également l'utilisation de la technologie de surveillance qu'on appelle barrière électronique dans le cadre de l'application de la loi dans les zones susceptibles d'être utilisées comme décharges illégales. La loi amendée alourdit également les sanctions pénales en cas de dommages causés à l'environnement. La peine maximale pour dépôt illégal de déchets industriels passe de 5 à 7 ans. Et si ce dépôt a lieu dans une zone écologiquement sensible, la peine est alourdie de moitié. Le montant maximal de l'amende pour non-respect des dispositions relatives à l'élimination des ordures générales passe également de 6 000 $ taïwanais, ou 175 € environ, à 100 000 $, 2 890 €. Et le panel de sanctions est également revu à la hausse pour tous les cas de figure, y compris de récidive, ou même aussi pour éviter qu'un auteur de dépôt illégal de déchets ne se soustrait à ses obligations par un transfert de biens ou par la dissolution d'une société, si l'auteur n'est pas un particulier ou une société par exemple. Eh bien, la loi amendée prévoit le lancement anticipé de la procédure de saisie conservatoire en l'avançant à la date de notification de la décision administrative écrite, tout en prévoyant la responsabilité solidaire du responsable de l'acte, du dirigeant de la société impliquée ou de l'actionnaire majoritaire. Bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce mardi 16 juin qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programmes en notre compagnie.